Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission numéro 21, le deuxième de l'été 2018. On est un petit peu en retard, mais on a un programme bien chargé. Donc nous parlerons ce soir de films grand public comme Under the Silver Lake ou Le Monde est à toi. Et ensuite, on fera un détour du côté du cinéma d'auteur avec notamment Tess Nota de Cantemir Balagov, avec Trois visages de Jafar Panahi, avec aussi Dogman de Matteo Garrone. Et on finira avec un bon gros blockbuster estival, Mission Impossible 6 Fallout de Christopher McQuarrie. Je suis encore une fois très bien entouré avec Julien Rambaud. Julien, combien de Missions Impossibles Tom Cruise peut-il encore tourner avant de devoir passer la main ? Je crois qu'il devrait s'arrêter là s'il tient encore un petit peu à sa dignité. Et toi Manu, est-ce que tu penses que Under the Silver Lake fait partie de la vague des films doudous ? Ouais, sûrement un film doudou pour tous ceux qui sont en manque des derniers Spider-Man d'Andrew Garfield. Lucien est aussi avec nous. Lucien, bonsoir, comment vas-tu ? Salut les gars, ça va ? Est-ce que pour toi, utiliser une chanson de Michel Sardou dans un générique de début de film, c'est une bonne idée ? Ça dépend s'il est torse nu ou non. Très bien, donc sans plus attendre, nous allons commencer avec Under the Silver Lake, le film de David Robert Mitchell. Welcome to Purgatory. Good to be here. You're living in a carnival, hoping to win a prize. What are you gonna win? Under the Silver Lake. Under the Silver Lake, c'est donc le troisième film, troisième long métrage en tout cas de David Robert Mitchell, après le succès de It Follows qui déjà divisait la rédaction de Transmission, et son premier film qui était plus confidentiel qui s'appelait The Myth of the American Sleepover. Donc en gros c'est un peu quelque part le film de la consécration en tant qu'auteur parce que Under the Silver Lake était en compétition au dernier festival de Cannes. Le film est interprété entre autres par Andrew Garfield, donc The Amazing Spider-Man ou Silence ou encore Hacksaw Ridge de Mel Gibson, et Riley Keough qui était dans American Honey ou Logan Lucky. Ça se passe à Los Angeles de nos jours et il y a un mystérieux tueur de chiens qui fait rage et on rencontre Sam qui mène une existence oisive et qui un soir rencontre une voisine qui lui tape dans l'œil. Il manque de peu d'avoir des rapports sexuels avec elle et le lendemain Sam découvre avec stupeur l'appartement de la jeune fille tout vide. Dès lors, il se met en tête de la retrouver et s'engage dans un jeu de pistes où de multiples énigmes messages codés se dressent devant lui. N'est-ce pas, monsieur Julien Rambaud, qu'as-tu pensé de ce film Under the Silver Lake ? Tout à fait. Alors, moi j'ai plutôt aimé ce film et j'ai surtout aimé son atmosphère un peu vaporeuse, un peu aérienne. Je trouve que c'est un film qui transporte et qui m'a emporté. J'aime bien son côté gigogne, son côté film à tiroir et encore une fois son atmosphère ésotérique. Et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est la manière dont il réunit un peu ses obsessions et ses fantasmes et comment il interroge la mythologie d'Hollywood. Je vais en garder un peu sous la pédale et je passe le témoin. Très bien, je peux peut-être enchaîner là-dessus. Tu parles beaucoup de l'ambiance du film. Ouais, c'est vrai que le film développe une certaine ambiance. En gros, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que c'est un film qui s'inscrit dans une espèce de tradition du film entre guillemets sur Los Angeles qui va du Grand Sommeil à Inherent Vice en gros avec un détective, quelqu'un qui mène une enquête et que l'enquête perd plus ou moins son intérêt au fur et à mesure de l'avancement de l'intrigue, et ce qui est intéressant c'est plutôt de comment est-ce que cette intrigue va transformer le personnage. Le problème, justement, c'est que ici, le personnage ne se transforme absolument pas. Pour moi, il y a un gros problème avec le personnage d'Andrew Garfield, qui est quelqu'un qui est présenté comme clairement mal dans sa peau, assez dégueulasse, détestable, violent, qui va jusqu'à littéralement même puer. Donc, après, on peut aimer des personnages qui sont pas franchement agréables, mais je trouve que le problème principal du film, selon moi, c'est que
très vite dans le film, rien n'a de conséquence en fait. Il fait des choses, il résout des intrigues, mais c'est comme si ça n'existait pas. Ah ouais, parce que c'est pas le personnage ne change pas, ce qui change c'est le monde autour de lui. Et tout ce que tu viens, s'il pue, s'il est violent, s'il y a à chaque fois une raison externe, il y a quelque chose qui le pousse à il pue pas par lui-même, il pue parce qu'il se fait asperger par une mouflette. Il devient violent dans une scène que moi j'ai trouvé assez drôle. Plusieurs scènes. Il est violent avec des gosses et avec des sans-abri. Elle est très drôle la scène avec les gosses, moi je parle. Parce que il y a un coup du destin de ces gosses qui grillent sa bagnole. Il y a à chaque fois une raison externe à ce qui. Et c'est vrai qu'en effet le personnage comme l'intrigue en fait n'est jamais résolue, ne change jamais, ne bouge pas, mais c'est tout ce qui est autour qui bouge autour de lui. Ouais, mais moi c'est pour revenir sur ce que disait Olivier. Tu parles de cette tradition de film, on va dire néo-noir, effectivement, cette idée d'une intrigue tellement labyrinthique. Le problème, tous ces films-là, ils tenaient parce qu'ils avaient effectivement des personnages extrêmement solides, charismatiques. Là, il n'y a pas de personnage. Dans le portrait psychologique qu'ils voudraient faire de ce personnage-là, au travers de ses déambulations, c'est appuyé au stabilo. C'est un film, pour moi, justement, qui est toujours sur une ligne de route extrêmement bien tracée, qui ne dérive jamais, donc qui n'appelle jamais au cauchemar réveillé, à quoi que ce soit. On a vu et revu ce type de film, pour moi, sur l'envers de Los Angeles. Voilà, c'est un film, je trouve, sur le discours qu'il a, sur la culture de masse, sur plein de choses. C'est extrêmement éculé et dans ses effets, c'est lourd du début à la fin, quoi. Pour moi, c'est le film, et je suis d'accord sur le côté poussif qu'il a dans son étrangeté, dans ses effets de style, etc. Mais je trouve qu'il y a vraiment une ambiance qui fonctionne, et je pense que la référence principale du film, elle est surtout, enfin moi en tout cas j'en ai vu dans un plan sur 3, The Long Goodbye de Robert Altman. Oui, le privé. C'est un peu un truc qu'on retrouve souvent dans le film noir, je trouve. La poursuite d'une enquête qu'on sait dès le départ se retrouvera insatisfaisante à la fin. Et voilà, c'est un ode aussi aux rêves, aux fantasmes vers lesquels le personnage court et que représente cette ville dans l'imaginaire hollywoodien en tout cas. Bah, moi je trouve pas spécialement que l'intrigue soit labyrinthique, parce que en fait il va d'une case à une autre et que à la fin quelque part c'est résolu. C'est plutôt un jeu de loi qu'une intrigue labyrinthique. C'est pas vraiment résolu. Si, quand même. Tout ce qui tourne autour du personnage et toute l'intrigue qui tourne autour d'un tueur de chiens, ok, il te dit pas clairement ce qui se passe, mais il te l'appuie. Les visages féminins avec des aboiements de chiens répétés, les petites croquettes pour chiens qui traînent, etc. Tu me dis, oui, le personnage ne change pas, c'est le monde qui change autour de lui. Que dalle! Ouais, ça ne change pas. C'est le monde d'un point de vue sociétal, c'est le discours du film. Soirée à une autre et on essaie de te brosser vaguement ce portrait en creux de ce personnage-là en se permettant plein de chemins de traverse dont tu peux questionner l'intérêt, parce que moi je me dis à un moment, quand le chemin de traverse c'est de te faire un gros plan sur une cuvette de chiottes avec une merde qui flotte, moi je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de raconter, et c'est quand même assez régulièrement que le film use un peu de ce genre de biais de traverse où tu ne sais pas trop où il t'amène pour finir après sur un grand discours sur la culture de masse, comment elle est construite. Dans une scène atroce. Pour moi c'est vraiment un film de petit puceau qui se regarde et qui se prend très très au sérieux, quoi. Il y a de ça, mais je pense que justement il en joue. C'est un film de petit puceau geek, fan de comic book, mais pas très au sérieux. Je suis pas d'accord. Moi je suis pas hyper d'accord avec ça non plus, parce que je trouve que le film a quand même il se place un peu au-dessus de son personnage. Le film dit tout le temps, en gros, c'est plutôt un personnage qui doit changer. C'est un film sur la fin de l'adolescence en fait. Under the Silver Lake, c'est un ado qui veut pas passer à l'âge adulte, et on est en train de lui dire à quel point le fait de rester dans son truc d'ado, à quel point ça va pas le mener très loin, quoi. D'ailleurs, il y a plein de références où il est tout le temps en train de faire des relations avec son enfance, les boîtes de céréales, les jeux vidéo Nintendo, ce genre de trucs. Et moi, j'ai plutôt l'impression que David Robert Mitchell passe son temps à dire « Regardez ce type qui ne sait pas grandir, à quel point il est ridicule et à quel point, à un moment, il faut qu'il passe à autre chose, parce que là, il est complètement détestable et qu'il devient violent. » En fait, c'est un film sur un mec qui va pas bien, quoi. Voilà. Après, on peut dire que c'est un manque de maîtrise de laisser autant d'ouverture à différentes visions dans un film. Moi, c'est un truc qui a tendance à me fasciner. C'est un thème qu'il abordait déjà dans son premier film. Mais pour moi, quand je disais tout à l'heure, c'est le monde qui change autour de lui. C'est pas le monde concrètement. C'est le monde d'un point de vue sociétal. Et c'est ça qui le fascine, je pense, au final. Et c'est un peu une apocalypse sociale et intime pour ce personnage. Donc là, je rejoins ce que tu dis, mu par
par une forme de lenteur et d'absurde, parfois un peu poussive, on est d'accord, mais je trouve qu'au niveau de l'ambiance, il y a quelque chose qui se passe. J'ai l'impression qu'il a aussi, par rapport à ce que vous dites, les défauts de ses qualités, parce que on parle de ficelles et de certains effets, et certes c'est le cas, mais il y a quelque chose qui me plaît, parce que s'il n'a pas le poids des références auxquelles il essaie de rendre hommage, on a cité Altman ou David Lynch, je trouve quand même qu'il y a quelque chose dans ce jeu de pistes de très ludique en fait, qui s'amuse à chercher, qui s'amuse à poser des questions, et c'est aussi ce côté enfantin, en tout cas magique en quelque sorte. Magique, c'est un grand mot, mais voilà, qui s'amuse avec ses codes, qui me plaît. Pour que ça soit ludique, il faudrait quand même que ça ne soit pas aussi attendu, parce que les chemins qu'il te propose d'emprunter, tu les connais, parce qu'il utilise tellement d'effets grossiers que tu t'y perds jamais. Moi, ce personnage, c'est juste un sorte de personnage méta, et j'ai l'impression, pas d'un mec qui incarne des personnages, mais qui fait un sorte de discours. Et moi, les discours au cinéma, ça a donc quand même assez de me faire chier. C'est pas vraiment des discours. Moi, je trouve que tous les chemins de traverse dont tu parlais tout à l'heure, c'est vrai, mais à chaque fois, ça donne. Il y a des questionnements qui en résultent, un peu comme. Tom Cruise dans Eyes Wide Shut, qui est un peu confronté à toutes les. Tom Cruise, il est confronté à des choses, mais ça va. Tu sens qu'il encaisse psychologiquement dans Eyes Wide Shut. Ce qui n'est pas le cas ici. Le personnage. Mais ici, le personnage, il n'y a pas de conséquences à ses actes, je trouve. Non, mais il y a un questionnement sur ce monde dans lequel il vit et dans lequel lui ne change pas en effet. Mais il y a toute une réflexion là-dessus. Ouais, mais en même temps, il est conforté par ces trucs, parce que toutes ces résolutions d'énigmes à base de boîtes de céréales et tout ça, ça fonctionne. Ouais. Tu vois ? Le mec, en fait, il n'a pas de problème. Le mec, il a juste le problème que son coup d'un soir s'est barré. Ouais. Okay. Tu vois ? Et son coup d'un soir qui est absolument pas incarné. Je veux dire, quand même, le départ même de cette enquête-là, elle repose sur un vieux code de film noir, mais qu'il cherche même pas à incarner. Donc, il se fout complètement d'incarner. À travers un personnage féminin qui est quand même... que je trouve intéressant aussi, comme plus ou moins tout le... Enfin, ce qui est bien, c'est que c'est un film où il y a beaucoup de jolies filles. Ça, oui, voilà, c'est ça. Il y a une belle photo, il y a une belle jolie fille. Mais après, pour moi, c'est quand même les quasiment seules qualités du film. Mais quels ont les rôles de ces filles ? C'est systématiquement des personnages féminins qui essayent de remplir, je vais dire, les désirs foutraques masculins. C'est quasi tous les personnages féminins, c'est leur unique but dans le film. Je trouve ça assez fascinant, comme une manière de manipuler le truc par en bas, parce qu'on parle de pyramides, de messages cachés, de mondes qui seraient dirigés de l'intérieur par des Illuminati. On n'est pas loin de ça à certains moments dans le film. Je sens vos regards désapprobateurs, mais qui est là. Enfin, pour moi, il est assez littéral. Donc, on peut y voir une sorte de vision féministe qui dirait que dans l'ombre, les femmes gouvernent le monde. On peut dire aussi, à contrario, c'est un gros film misogyne. Mais bon, visuellement, carrément. On peut aussi brasser beaucoup de choses. Qui utilise une imagerie qui va à l'encontre de ça c'est clair. Mais là, c'est elle qui mène tout du début à la fin. Si ça, c'est pas une manière de Elle ne mène rien du début à la fin. Parce qu'il faut savoir, ces femmes-là, elles n'existent pas. Il faut aussi en parler. Ces femmes-là, c'est une couverture de Playboy, c'est une photo sur un... Et elles en sont très très conscientes. À travers les actrices qui viennent voir leur film. C'est une photo posée sur un frigidaire. Ces personnages n'existent pas. Cette imagerie mentale peut être belle aussi, par exemple. Moi, la couverture de Playboy reproduite dans l'eau plus tard, je trouve ça joli, je trouve ça beau. Après, effectivement, le personnage n'a pas de profondeur. Il y a même les actrices qui sont d'ailleurs une auto-référence, je pense, à son premier film. Elles en parlent assez littéralement à un moment, mais tout le rapport qu'elles ont à leur propre image et au fait qu'elles sont pas loin de dire qu'elles sont elles-mêmes des putes. Si ça, c'est pas une ouverture pour cette vision-là sur tout le reste du film, c'est pas une surinterprétation de ma part, c'est clairement une lecture qui existe dans le film. Il est, je pense, très habile sur ça, pour te faire croire qu'il y a un grand sens derrière ça, alors que pour moi, c'est un film qui brasse du vent, sans personnage, sans intrigue, sans rien. Je suis d'accord sur le côté sans désincarner des personnages. Mais pas sur le propos du film. Donc, on ne nous réconciliera pas sur Under the Silver Lake. Moi, j'étais plutôt un défenseur de It Follows. J'espère que David Robert Mitchell, tel le personnage de son film, va passer à autre chose après ce film-ci. Bon, on pourrait encore débattre beaucoup, mais on a quand même 6 films au programme, les amis, et on va enchaîner tout de suite, de manière beaucoup plus courte, je l'espère, sur Le Monde est à toi, le film de Romain Gavras.
C'est quoi ton projet? Je veux développer la franchise Mr Freeze au Maghreb. On sait pas ce que tu veux dans la vie. Un jour tu veux être boulanger, un autre pompier. Mais putain, tu rends fou, j'avais 8 ans. Bon, pour l'argent, la semaine prochaine, Max. Je vais voir ma mère à son boulot là. C'est ta mère qui a l'argent? Tu les as pas joués mes économies, hein, tu m'as pas fait ça. Mais en fait tu me prends pour qui? Le Monde est à toi, c'est le deuxième long métrage de Romain Gavras après Notre jour viendra en 2010, qui était déjà avec Vincent Cassel. Romain Gavras est aussi un clipper assez connu. Il a notamment travaillé pour Mia, Justice ou Jamie XX. Il est interprété par Karim Leclou, Oulaya Amamra, Isabelle Adjani, Vincent Cassel, François Damiens et Philippe Catherine. Ça se passe de nos jours en France. François est un petit délinquant qui a un plan assez spécial. Il veut racheter la franchise Mr Freeze pour commercialiser les Mr Freeze au Maghreb et notamment au Maroc. Et pour ça, il a besoin de 80 000 €. Seulement, sa maman, qui est interprétée par Isabelle Adjani, a dilapidé toutes ses économies au jeu. Du coup, François décide d'aller faire un deal de drogue en Espagne pour le caïd de la cité, un certain Poutine. Mais bon, bien sûr, ça ne se passera pas comme prévu. Manu, qu'as-tu pensé de ce film de genre français ? Le film, il est vendu, tu l'as pas dit, jusque dans son titre, qui est une référence au Scarface de Palma, donc Le Monde est à toi. Et c'est vrai que sur la forme, on pourrait peut-être dire, le film semble posséder la même forme de détestation, je pense, pour son époque, celle des années 2000-2010, que Scarface pouvait avoir sur les années 80. Après, je pense que la comparaison s'arrête là. En utilisant les codes. Parce que le film de Gavras fils s'inscrit beaucoup plus dans un registre ouvertement parodique, comique, que son prédécesseur. Après, si on devait citer les aspects positifs du film, parce que bon, un film de gangster qui s'ouvre sur du Sardou, qui se termine sur du Balavoine, ça peut pas forcément être si mauvais que ça. Je retiendrai la relative excellence de la distribution, que ça soit Cassel, que je trouve très bon dedans, un peu en sous-jeu par rapport à ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Karim Leclou, qui interprète le personnage principal. La flamboyance de la réalisation, je trouve qu'il apporte vraiment un soin au choix du décor, à la dimension architecturale de son environnement, d'essayer de te faire rire de la bêtise outrancière, de plus en plus outrancière d'un monde qui est juste à vomir, quoi. Après, au-delà de tout ça, moi, le gros souci que j'ai vis-à-vis du film, c'est le manque d'aspérité du personnage principal. Je trouve notamment la manière dont est détourné, ellipsé, un des seuls moments un peu conflictuels du personnage, quand sa copine demande à être rémunérée pour coucher avec lui, la manière dont il ellipse ce truc-là de manière comique, je trouve ça hyper problématique. Le fait de refuser d'écratiner le personnage, de le montrer uniquement un peu comme une sorte de puceau mal dégrossi, ça finit pour moi par diluer toute la charge politique ou subversif qu'il pourrait y avoir dans le film, pour en faire une sorte d'éloge du conformisme un peu au final. Justement, dans Scarface de Palma, le personnage, il aspirait à être une chose, c'est d'être en haut de la pyramide. Là, le personnage, il aspire juste à sa petite part du gâteau. Ouais, en effet, il y a 3-4 personnages que le film ne prend pas de haut. C'est le personnage principal, le petit gros mignon, quoi. Le gangster vieillissant qui délire et qui se met à croire à la terre plate et creuse à la fois. C'est le personnage de Robert De Niro dans Jackie Brown. Exactement, c'est référencé toutes les 2 secondes. Hein. Il y a même une référence à la Cité de la Peur. Éventuellement son avocat incarné par Catherine et les Zaïrois blonds qui se prennent un peu pour les Romains des Bois, les Romains des Bois de la Cam. Moi je trouve le film ignoble, vraiment. J'étais d'accord avec certains trucs que disait Manu, mais pour moi, il reste plus grand-chose du cinéma là-dedans. Et ça troque toute velléité de cinéma pour faire du cool, de l'épate bourgeois, toute conscience sociale pour le fun. Voilà, ça prend les personnages de haut alors qu'ils sont déjà pas bien malins. Alors, j'ai pensé à Danny Boyle ou à Guy Ritchie. Plutôt Guy Ritchie. Ou ce genre de cinéaste que je déteste. Ça croit raconter quelque chose sur la condition de la femme, sur le narcoterrorisme, sur l'ascension sociale made in banlieue, mais c'est juste, c'est à pleurer de bêtises. C'est vraiment problématique. Ça ne fait qu'enfiler les perles et colporter des clichés. Voilà. Et puis tu parlais de Scarface, on peut aussi penser à Spring Breakers, mais au moins dans ces films-là, il y a un film que moi j'aime beaucoup, dans lequel il y avait une mélancolie. Il y avait un discours sur le rêve américain, sur l'ultracapitalisme, etc. Là, il n'y a rien. C'est juste du néant, cool, fait avec des sujets un peu touchy, quoi. Donc j'ai haï ce film. Olivier parle souvent des films qui veulent du mal à l'humanité. Pour moi, là, on est en plein dedans. Julien, on t'écoute. Que rajouter à ça j'ai envie de citer Shakespeare, n'est-ce pas, pour dire que le film fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose, beaucoup de bruit pour rien. Je suis relativement d'accord avec tout ce que vous dites.
Pourtant, dans l'outrance, dans sa recherche du cool, de s'amuser avec les clichés, on aurait pu arriver à quelque chose, mais j'ai l'impression que, comme vous l'avez dit, hein, il reste dans les pattes, il reste dans le clin d'œil, il reste en surface d'une piscine dans laquelle Adjani ne plonge pas d'ailleurs. Et puis, ce qui gêne surtout, c'est que le film devient hyper hystérique, hyper brouillon. Voilà, et on n'a pas parlé des dialogues qui sont mauvais, ça tire trop au numéro, quoi, au numéro de cirque avec les acteurs. Moi, Philippe Catherine, pardon, mais j'ai trouvé abominable. Et ne parlons pas de François Lambrouille qui vient un peu faire son petit show qu'on a l'habitude de voir. Voilà, il y a certaines images ou certaines petites vannes qui me font rire, mais ça suffit pas à sauver le film, loin de là. Bon, vous avez été tellement hyper méchant, sauf Manu, mais vous avez été tellement hyper méchant avec le film que j'ai quand même envie un petit peu de le rattraper parce que j'ai pas passé un si mauvais moment en voyant le film. Globalement, je suis d'accord avec ce que vous dites. Enfin, c'est vulgo, c'est tape à l'œil. Moi, j'avais l'impression d'être de retour en 1995 quand il y a eu la vague de films qu'on a appelés les Tarantinades, les films où on balançait de la musique jukebox et où on flinguait les gens en lâchant des blagues, quoi. C'est un peu ça. Je trouve le film très très mal construit au début. Je trouve que la mise en place est absolument calamiteuse. Après, une fois qu'ils sont en Espagne, l'intrigue, en tout cas, m'accroche un petit peu plus. Après, je trouve que le personnage féminin, on n'en a pas parlé, mais je le trouve extrêmement mal écrit. Je suis d'accord avec Manu quand il disait cette ellipse dans la chambre d'hôtel qui fonctionne pas du tout. Enfin, c'est tout le personnage qui fonctionne pas, tout le rapport entre Karim Leclou et son love interest qui a quand même une grosse place dans le film. Fonctionne pas du tout, on n'y croit pas. Enfin, je comprends pas ce qui se passe dans la tête de cette fille. Karim Leclou, on comprend. Lui, il veut son petit pavillon avec sa petite piscine. Et puis finalement, à l'image, on comprend en effet, grâce à un truc en effet qui est un petit peu lourd, que finalement c'est plus ou moins la même chose. En tout cas, au niveau graphique, c'est ça que te montre le film, quoi. Mais oui, voilà, enfin, j'ai pas grand chose à en dire, c'est pas grand chose. Tu te marres 2 fois dans le film, ça fait beaucoup de bruit, c'est parfois un peu énervant, mais bon, finalement, j'ai pas trouvé ça si désagréable à regarder. Je trouvais même que le setup qui se passe justement dans la piscine à la fin était pas si mal, quoi. Je trouvais que Gavras s'en sortait plutôt bien pour mettre en place tous les différents personnages autour du climax de son film. Mais voilà, c'est pas grand chose, quoi. C'est même... Il y a du Omar Suleiman pour donner une qualité au film. Une sorte de caméo improbable de John Landis. Ah oui, j'ai remarqué ça. Qui apparaît comme ça, qui sort de nulle part. Il y a John Landis qui fait de la figuration. Et pourquoi? Bon, on va cette fois-ci tourner le dos pendant quelques temps au cinéma populaire pour passer dans le registre justement à l'autre côté de notre grand écart, pour passer dans le cinéma d'auteur. On va passer à 3 visages de Jafar Panahi. بعد از این ده دیگه ای هم هست بود ده توی کوها دره ها همه سکون دهه Nene niye burada yatıpsan? Selam dadaş برم آخرت önde. یه الف بچه هممونو گذاشته سر کار نه تو ده اثری ازش هست. Trois visages, c'est le nouveau film de Jafar Panahi, donc le réalisateur iranien du Cercle, de Sang et Or ou de Taxi Téhéran. Il est assigné à résidence depuis très longtemps maintenant, je pense, quand même une bonne dizaine d'années. Et donc il continue malgré tout à faire des films quasiment autoproduits et à réussir à les faire sortir d'Iran. On peut dire que c'est un peu un Robin des Bois ou un contrebandier au sens propre du cinéma en tout cas. Il a une rage de faire du cinéma. Peut-être que son cinéma n'a pas la rage. Le film est aussi interprété par Behnaz Jafari. Ici, elle interprète son propre rôle. Et en fait, au début du film, ce qui se passe, c'est que donc Jafar Panahi joue Jafar Panahi et Behnaz Jafari joue Behnaz Jafari. Elle reçoit une vidéo sur son smartphone d'une jeune fille qui vit dans un village reculé en Iran, qui lui dit Madame Jafari, à l'aide, je veux devenir comédienne, j'ai été reçue au conservatoire, mais la population autour de moi ne veut pas que je fasse ça et donc on m'a forcé à me marier et je ne peux pas accomplir mon rêve de comédie. Et à la fin de cette vidéo que donc Behnaz Jafari reçoit sur son smartphone, la jeune fille semble se suicider.
Donc, elle et Jafar Panahi décident de porter secours à cette jeune fille en allant à sa recherche dans son village. Le film est aussi marqué par la présence d'un 4x4 Mitsubishi assez proéminente. Lucien, qu'as-tu pensé de ce film ? Non, il y a des choses à dire sur le 4x4 et sur les reflets qu'offre le 4x4. Moi, pour finir de me faire très copain avec Manu, j'ai beaucoup aimé le film. Que je trouvais aussi très lent, et je dois dire qu'à certains moments, dans la première partie, dans le premier tiers du film, j'ai dû un peu lutter contre l'endormissement, mais malgré ça, je trouve qu'il y a une force, une beauté dans la fixité de ces plans, particulièrement en 22, sur lesquels je reviendrai plus tard. On dit souvent une chose avec laquelle je suis assez d'accord, que les grands réalisateurs savent résumer leur film en un plan ou deux. Là, je pense que dans ce film-là, il y a 2 plans qui disent tout. C'est un film qui est un hommage à Kiarostami, il y a énormément de références à Kiarostami. Mais c'est surtout un film qui est gorgé de lutte et d'espoir, et qui semblerait aller envoyer se faire foutre tout patriarcat liberticide. C'est doux et amer dans la vision qu'a Panahi de son pays, je trouve. À la fois, on sent qu'il a un profond amour pour son pays, et en même temps un dégoût tout aussi profond. C'est quand même résolument progressiste et féministe. J'aime beaucoup, pour revenir sur le 4x4, la manière dont il a de jouer sur les reflets, sur les brisures, etc. en permanence. Qui pourrait représenter, si on va chercher un peu loin dans l'allégorie, le pays tiraillé entre progrès et tradition, jusqu'à cette scène de brisure d'un pare-brise par un père conservateur, ça c'est assez littéral, je pense, du frère. Non. Je trouve qu'il fait quand même preuve d'une certaine inventivité malgré ses restreintes techniques, je vais dire. Il arrive à faire des plans que je trouve magnifiques avec presque rien. C'est donc dans la simplicité. J'aime la position qu'il prend, parce que tu dis Panahi joue Panahi, en effet, mais il prend surtout une position de spectateur, de passeur presque, qui regarde son propre pays. Il ne sort quasi jamais de son siège. Il sort du cadre à un moment pour se coucher, au milieu d'une discussion. Je trouve que c'est des idées vraiment, c'est très théorique, mais je trouve ça très très beau. Il y a énormément d'humour, c'est presque farcesque à certains moments, presque enfantin. Une manière peut-être qu'a le film de faire passer la pilule, ou de voiler la dureté du propos. Et alors, je dois en parler parce que je trouve vraiment ces 2 plans qui m'ont presque ému aux larmes. Je trouve le plan final absolument sublime. Et un plan plus tôt dans le film où on a les 3 visages, les 3 personnages en ombre chinoise qui dansent au loin, observés par Panahi depuis sa voiture, à la même distance que nous, spectateurs. On sent dans ce regard qui regarde cette beauté, cette liberté qu'il aimerait pouvoir offrir à ces 3 femmes, mais qui ne peut rien faire. Il est aussi féministe qu'un homme cinéaste iranien peut l'être, quoi. Et on voit donc cette joie qu'ont ces femmes au loin. Je trouve ça très très beau. Et le plan final, dont je ne vais pas parler, mais que je trouve absolument sublime, qui m'a fait beaucoup penser à une chanson de Bob Dylan qui est The Time They Are Changing. À mon avis, je pense que Panahi l'avait en tête, parce que c'est littéralement ce qui se passe dans ce plan. C'est toute une strophe de cette chanson. Moi, je trouve que le film est bien construit, qu'il est émouvant par ce qu'il raconte et par les conditions mises en place pour le raconter, comment il arrive à dépasser ces conditions grâce à son intelligence et sa débrouillardise. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce que je viens de dire, je le ressens surtout après, parce qu'on en parle et parce qu'on en discute, et que je réfléchis sur le film. Et je trouve ça assez beau et assez poétique, et qu'il y a une modernité, qui a plus que dans le Gavras par exemple, alors qu'on pourrait croire l'inverse, qu'il y a de l'inventivité, mais en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement un rythme monotone et lent, alors bien qu'il soit assumé, bien qu'il soit voulu, qui moi n'arrive pas une seule seconde à me sortir de ma torpeur, qui me place dans un coton mais beaucoup trop doux par rapport au propos du film. Voilà, c'est louable, c'est fort par moments, mais le rythme m'endort. Avant de parler, je vais juste dire quelque chose en exergue. Je n'ai vu aucun autre film de ce réalisateur. Je n'avais connaissance des conditions dans lesquelles le film est tourné. Ceci dit, je suis d'accord sur une des parties d'interprétation que peut voir Lucien à la fin du film. Après, moi, le souci que j'ai et qui s'instaure dès les premières minutes du film, c'est dans son écriture. C'est juste que ce procédé de fiction, de documentaire tourné comme une fiction classique de manière très académique en plus, j'y crois pas. J'y crois pas de la manière dont c'est découpé, et donc je passe tout le film à me dire, tu m'emmènes
dans cette enquête autour de cette possible disparition de cette jeune fille. Pourquoi ? Parce que ton procédé de mise en scène, la manière dont tu me le racontes, j'y crois pas. Et pour moi, c'est un gros souci du film. Parce que je ne vois que le dispositif. Tu me parles de pauvreté technique, mais c'est pas des problèmes techniques, moi c'est des soucis de narration que j'ai au sein du film, et qui fait qu'en fait, le film, je le regarde complètement de l'extérieur. Et je trouve ça assez maigre au final. Mais je l'ai senti, parce que c'est vrai qu'il m'a fallu un certain temps pour passer au-delà de ce dispositif qu'on voit quand même beaucoup. Mais je pense qu'une fois qu'on décide de donner les clés au film et de croire à cette histoire qui nous est montrée, je pense d'abord que le film est mieux construit dans sa deuxième partie, mais il y a aussi un moment où moi j'ai juste choisi, ou bien je m'endors, ou bien je décide de croire en ce qui se passe. Et une fois qu'on fait ça, vraiment j'ai eu les larmes aux yeux deux fois dans le film. J'ai vraiment trouvé très beau et très touchant. Très bien. Par rapport à Trois Visages, j'ai pas énormément de choses à dire, et je pense, Manu, que tu pointes quelque chose qui est assez intéressant dans le fait que moi je savais ce que c'était que ce film. J'ai vu aussi Taxi Téhéran avant, donc je sais que le film n'est ni une fiction ni un docu, qu'il se donne les allures d'un docu alors qu'en même temps c'est très mis en scène, très, très cadré, très découpé, ce qui te met dans une espèce de bizarre entre deux comme ça en effet. T'es dans un truc où constamment en effet je regarde le découpage, je regarde le dispositif, je regarde ce que Panahi fait avec sa caméra, et j'ai du mal à croire au film parce que je sais que tout de toute façon est une construction et finalement une démonstration. La démonstration, en effet, c'est en effet un film féministe, c'est un film qui parle du clash entre campagne-ville, entre modernité et tradition. Et je trouve, en fait, finalement, que le discours est assez pauvre. Enfin, la démonstration est brillante, mais je trouve que finalement, ce que le film me raconte, c'est pas grand-chose. Et en effet, le rythme est très lent, je m'ennuie pas tout le temps. Et par contre, je trouve, contrairement à toi, Lucien, que je trouve que la première partie est mieux construite que la deuxième, parce qu'il y a la manière de poser les personnages, la manière d'amener cette espèce d'ambiance qui tire vers un petit peu le polar à un moment. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. Le film, pour rebondir sur ce que tu disais il y a 2 secondes, donc oui, il ne raconte rien de neuf, rien de révolutionnaire, etc., mais il le dit avec une telle sincérité, avec une histoire qui serait totalement impossible ou très peu probable en Belgique ou en France. Et du coup, ça le rend d'autant plus fort sur ce point-là. C'est sûr que il n'y a aucun discours révolutionnaire. En tant que spectateur lambda, est-ce que c'est quelque chose que j'ai à me poser quand je rentre dans une salle ? Je veux bien que ça explique des choses, mais... Je parle pas de conditions de tournage. Ça peut pas aussi te racheter tout. C'est pour ça que je dis que par rapport aux conditions de tournage, il y a un moment ou bien tu acceptes pas et tu sors. Mais là, je parlais pas de conditions de tournage, je parle juste le film se passe en Iran et pas au Luxembourg ou aux Pays-Bas. Certes, de fait. Bon, très bien, on va s'arrêter là pour Trois Visages, et merci Lucien pour cette belle défense. C'est vrai que tu parles avec cœur du film et ça me donne envie de l'aimer plus. On va enchaîner avec Test Nota, le film de Kantemir Balagov. Мы, я и моя Лея, решили пожениться. Еще один раз прошепчу тебе, ты мой. Ты с ним не будешь, потому что он не из твоего племени. Test Nota, une vie à l'étroit, ou plus littéralement étroitesse. C'est comme ça même que le film est sous-titré dans son magnifique générique de début. C'est le premier long métrage d'un réalisateur russe qui s'appelle Kantemir Balagov. Il est issu en fait de la République caucasienne de Kabardino-Balkarie, vous m'en direz tant. En fait, c'est une petite république qui fait partie de la Confédération russe, un peu comme la Tchétchénie. C'est un endroit majoritairement peuplé de Kabardes, c'est un peuple caucasien, en grande majorité musulman, sunnite, aussi présent en Géorgie et en Turquie. Alors si je dis tout ça, bien sûr, c'est que avant d'aller voir le film, j'étais absolument pas au courant, mais voyant le film, j'ai quand même compris l'essentiel de tout ça. Le réalisateur, donc Kantemir Balagov, c'est son premier long métrage. Il a fréquenté une école de cinéma dans la ville de Naltchik. C'est une école qui a été fondée par Alexandre Sokourov, donc le grand réalisateur russe, qui est ici crédité comme superviseur artistique, je crois, au générique. Le film a été très très remarqué à Un certain regard en 2017. Je vais juste citer le nom de son interprète principal, à dessein.
Elle s'appelle Daria Zovner. Qu'est-ce qui se passe donc dans ce film ? C'est à la fin des années 90, dans cette ville de Nalchik. Ila, c'est une jeune fille qui a la vingtaine. Elle travaille comme mécanicienne dans le garage de son père. Un soir, se déroule une fête. Son frère va se marier avec une jeune fille et donc ils annoncent leur fiançailles. Il faut dire que les deux familles sont issues de la communauté juive, donc qui est minoritaire dans cette région de Russie. Ila, elle n'est pas super à l'aise dans cette soirée, elle s'échappe, elle va retrouver son copain, on comprend que son copain est kabarde, donc il n'est pas juif, et quand elle rentre, en fait, son frère et la future épouse de son frère ont été enlevés. Et la famille décide de ne pas faire recours à la police et de plutôt se tourner vers leur communauté pour trouver une solution à cet enlèvement. Je vais commencer sur le film. C'est un film qui, indéniablement, a une grande force, principalement portée par son interprète et son personnage principal. C'est-à-dire qu'à un moment dans le film, le personnage principal n'est pas là et tout de suite, elle manque. C'est un truc... On a un personnage qui est superbement interprété déjà et dont le charisme en fait ravage l'écran et nous attire immédiatement. Il y a une connexion qui se fait sur ce personnage qui est vraiment super forte. Après, la mise en scène est en adéquation avec le sujet du film, qui est l'étroitesse. L'étroitesse d'esprit, l'étroitesse dans les décors, l'étroitesse dans le cadre, on est en 4/3. Le film, constamment, il est confinés dans des espaces trop petits, ils sont dans des espaces trop petits, ils vivent dans des espaces trop petits, on sent que ça crée des problèmes au sein de la famille, dans les rapports familiaux. Voilà, il y a une grande cohérence, je trouve, au point de vue de la mise en image là-dessus. Après, le film a un côté un peu brouillon, enfin, pas vraiment brouillon parce qu'il est maîtrisé, mais tant au niveau de la mise en lumière que des effets sonores, etc., il appuie un peu. Et comme il n'est pas très bien fait au niveau technique, ça amplifie encore le côté appuyé au niveau de la lumière, au niveau du son. Du coup, c'est un film où on va sentir tous les effets. Et c'est ça un peu, ça participe de la faiblesse du film. La faiblesse du film, c'est qu'il passe toujours en force. C'est-à-dire qu'il veut t'imposer son point de vue. Voilà, le film veut dire ça, le film dit ça. Le spectateur, émotionnellement, est hyper cadenassé. Je pense notamment où, à un moment, il y a un plan au milieu du film qui est très long, où le spectateur est clairement pris en otage, quoi, d'une scène assez atroce. Et voilà, ça, pour moi, ça, c'est la difficulté du film. Après, je trouve que le personnage principal emporte tout pour moi. Je te rejoindrai, Olivier, sur plein d'aspects du film. J'avoue que je me suis moins ennuyé que je m'y attendais. Quand tu vois le résumé du film de 2 heures sur une communauté juive très spécifique du nord du Caucase, filmé en format carré, 1:33. Voilà. Et c'est vrai que l'actrice principale est pour beaucoup dans la réussite du film, et elle est vraiment magnétique. Le film, je trouve, tient beaucoup sur son aspect de chronique familiale, sur les liens, notamment, je trouve l'assez belle relation qu'il y a entre cette jeune fille et son père. Il y a plein de très belles choses qui se nouent au sein de la famille. Après, moi, c'est un film qui souffre d'un gros problème, qui est son point de vue. Celui de ce réalisateur qui est instauré juste après le prologue du film, où il se déclare lui-même comme le narrateur du film, relatant une histoire qui se serait déroulée dans sa ville en 1998, qui tourne autour de cet enlèvement, sans vraiment déflorer la fin, où le réalisateur revient à nouveau commenter son film, et où littéralement il se positionne dans une situation de témoin, d'une situation qui est en totale contradiction avec la séquence que tu es en train de voir à la fin, puisque les seuls témoins de cette séquence-là en sont les acteurs. Et en fait, ce souci-là, tu le retrouves avec ces passages en force, où régulièrement il essaye de surplomber cette chronique familiale d'un discours qui se voudrait plus large. Il y a notamment 2 séquences autour de cette jeune fille, 2 séquences paradoxalement de danse, une où elle se met de manière très insistante à vouloir fermer la bouche d'une statue, et une autre où elle danse très longuement, en gros plan serré sur de la musique électronique, et le réalisateur coupe le son et il fait durer le plan pour montrer le malaise de cette jeune fille. Je trouve qu'il y a des effets hyper voyants. C'est quelque chose que je pourrais placer sur du côté de la maladresse du premier film, de quelque chose d'insistant. Moi, il y a quand même un problème, c'est quand même la séquence dont tu parles au milieu du film, où là, vraiment, moi, c'est juste plus possible. Quand on me prend littéralement en otage de manière à détourner, je te mets une cassette dans le magnétoscope et je te montre un snuff movie d'exaction militaire, et qui dure, et je me retire en plus
Duchamp, je me retire des personnages puisque je filme, il va même jusqu'à filmer le petit bord du contour du téléviseur pour se mettre à distance. Je trouve ça insupportable, abject, et là, pour le coup, ça me met vraiment en colère. Julien. Je te rejoins sur ce que tu dis, sur cette séquence qui me sort aussi du film et qui participe du coup aux ficelles et au côté trop volontariste du réalisateur de nous faire passer son message. Après, pareil, je vais vous rejoindre, hein, on a un très beau portrait de femme, on a une actrice assez fantastique et je trouve que la mise en scène est en adéquation avec son portrait dans la façon de la cadrer si près, dans la façon de la restreindre, de l'emprisonner, de la mettre à l'étroit. Du coup, évidemment, ça colle parfaitement aux enjeux. Ce côté anxiogène est peut-être aussi sa limite parce que dans un sens, effectivement, on est rivé sur une famille, ce qui est très bien, mais il manque quelque chose de plus ample, de plus grand que uniquement cette famille. On est tellement sur cette actrice fantastique qu'on oublie un petit peu et qu'on traite pas forcément la relation aux frères et donc au kidnapping, etc., et que c'est un petit peu balayé. Mais moi, justement, je trouve que c'est l'inverse. C'est-à-dire que dès que la fille n'est pas là, elle me manque. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de cette famille et comment, à partir de cette famille, je peux extrapoler sur Kabarde, juifs, russes. Et justement, quand le film il veut élargir sa thématique avec cette scène du milieu du film qui est tellement problématique, eh ben c'est surtout là qu'on a le problème. Il y a aussi le problème, je pense quand même aussi sur le personnage féminin, parce que pour moi, il échoue à te rendre palpable en fait ce qui va être le moteur du changement de décision de la jeune fille à la toute fin du film. Tu as une dernière séquence avec son compagnon dans la voiture et littéralement après la séquence, c'est elle-même qui va verbaliser une fois qu'il est parti ce qu'elle va faire. Pour moi, il y a vraiment quand même un souci sur à un moment qu'est-ce qui est le déclencheur sans défausser le film, qu'est-ce qui se passe à la fin, mais son revirement, je trouve qu'il est verbalisé, parce qu'il n'arrive pas à te le faire ressentir, donc il le reverbalise une première fois à la sortie de la bagnole, et il le reverbalise dans la dernière phrase du film. Et pour moi, c'est quand même un certain constat d'échec à ce moment-là, de ne pas avoir fait sentir ce pivot chez le personnage. C'est vrai, tu as raison, parce qu'elle est d'une telle force dans justement son entêtement et sa volonté de ne pas faire partie quelque part de cette communauté. On ne parlera pas de la scène de la culotte ici, elle est quand même assez gratuite. J'allais en parler. C'est vrai que le revirement, c'est vrai qu'il rate, le réalisateur rate le revirement du personnage féminin, mais ce qui se passe dans la dernière scène, c'est tellement beau. Bon, après, je veux dire, ce qui se passe après, ce que ça raconte en fait, que finalement, malgré toute sa force, etc., sa relation à sa mère et tout, je trouve que c'est très beau. Mais je te rejoins, Manu, le basculement n'est pas spécialement incarné, mis en scène. Non, mais j'entends ce que tu dis, Manu, au sujet des charnières qui manquent, mais je trouve quand même qu'au niveau de la mise en scène, il y a quelque chose de pris en charge. Cette scène de la culotte, moi, je voulais en parler, de comment cette fille arrive à dire non, de comment cette fille arrive à détourner les règles et à ouvrir sa bouche par rapport à... Justement, si tu la montres comme ça, si tu la montres aussi forte, qui arrive autant à s'imposer face à sa famille, t'attends justement quelque chose qui soit moteur de ce retournement. Et quand il n'est pas, c'est quand même un problème pour moi. Tu ne comprends pas du tout ce qui se passe à la fin parce que, ou alors il est obligé de l'écrire et de te le dire. Ouais, je suis d'accord en fait. Mais cette résignation de fin de film est assez belle et en termes d'image et de cinéma est assez efficace dans sa démonstration. Très bien, je vous propose qu'on enchaîne maintenant avec le film de Matteo Garrone, Dogman. Ammazzo sta botta, apri sta cosa, oh. Apri! Alors, Dogman, c'est le nouveau film de Matteo Garrone qui a valu à son interprète principal Marcello Fonte un prix d'interprétation masculine sur La Croisette en mai dernier. Matteo Garrone, c'est le réalisateur notamment de Gomorrah, de Reality et de Tale of Tales, un film qui a une sale réputation, mais parfois il y a des gens qui l'aiment. Moi, ça me donne assez envie de le voir finalement. C'est un film intéressant. Ouais. Ça se passe en Italie, on croit que ça se passe de nos jours plus ou moins, c'est dans une cité balnéaire décrépite. Marcello est un toiletteur pour chiens aimable, père aimant pour sa fille Alida, et il a surtout une certaine stature sociale dans le quartier, quoi. C'est le toiletteur, mais on le respecte. Malheureusement, il est un peu trop copain avec la brute épaisse, Simoncino, qui joue les terreurs et qui vient fréquemment se fournir en cocaïne
chez ce toiletteur pour chiens. Manu, qu'as-tu pensé de Dogman, le film de Garrone ? C'est peut-être à mon sens le film le plus abouti de Garonne à ce jour. C'est peut-être même un des films que j'ai peut-être le plus apprécié ce soir, mais sur lequel j'aurais au final pas tant de choses à dire que ça. Tant je trouve le film relève d'une telle simplicité, d'une forme d'épure. Je trouve qu'il tient énormément sur les épaules de son formidable acteur, qui est absolument fascinant, magnétique. Je trouve qu'il a ce visage émacié, complètement troublant, avec une palette de jeux hyper large. Je trouve très beau la manière qu'a Garonne de filmer ce petit bout de banlieue ou de station balnéaire comme une petite ville fantôme de western, où va se rejouer cette rencontre avec une sorte de mal endémique dont tu viens de parler, sous sa forme la plus brutale, et qui va révéler un petit peu tous les personnages, et surtout le personnage principal. Je trouve la relation entre les deux personnages, justement, est super belle. Comment, au final, l'un semble pas pouvoir exister sans l'autre. C'est un film sur un personnage qui pourrait être une sorte de personnage anecdotique, justement, de western ou de film noir, ce qu'il arrive à en faire, de construire des petites séquences toutes simples de moments où, de manière totalement improbable, il va aller sauver un chien affamé dans un frigidaire. Je trouve qu'il arrive à créer des scènes magnifiques, à la fois de tension et d'émotion, de beauté un petit peu absurde. Voilà, c'est un film qui m'a cueilli comme ça, un petit peu sans trop m'y attendre. Je trouve qu'effectivement, il y a des belles choses dans l'univers créé dans Dogman, mais j'ai un problème avec le film, moi, c'est que je le trouve très misérabiliste dans ce qu'il raconte, dans sa façon de procéder, trop schématique. Je trouve qu'il y a une façon de raconter cette histoire très cynique. Je trouve qu'il n'y a aucun espoir, que ça en fait un drame racoleur qui me dérange en fait. En fait, c'est pas les notions de violence ou de drame que je peux beaucoup aimer au cinéma, c'est les côtés, j'ai l'impression qu'il remue la merde, qu'il en est heureux, et qu'il n'y a aucun espoir, et qu'il est heureux de déclamer son nihilisme. Je sais pas où tu vois du misérabilisme. Mais... Ouais, moi non plus. Pour moi, c'est assez, moi je vois. C'est assez littéralement cette histoire de deux chiens, en fait. Dogman, c'est dans le titre, c'est un gentil toutou et un chien méchant. La sélection des films qu'on a choisis aujourd'hui montre qu'il y a deux grands thèmes moraux comme ça qui prennent le pas sur tout le cinéma contemporain. J'ai l'impression que c'est le féminisme et l'antispécisme. C'est un truc qui me marque assez fort. L'antispécisme, on en est loin, dit dans Dogman quand même. Hein. Pour moi, le film ne fait que ça. Toute la mise en scène s'articule autour de la perte de la raison de ces personnages, passer d'une certaine humanité, entre guillemets, à la brutalité de la bête humaine, et qui questionne un peu ce qui différencie l'un de l'autre, et au final, rien. Ça pourrait être une définition de l'antispécisme. Je trouve qu'en effet, l'acteur principal est absolument merveilleux, et il faut dire ce qu'il est. Il tient 80% du film sur ses épaules, avec je trouve très très belle lumière de Nicolas Brouel, qui fait vraiment ressembler cette petite station balnéaire. Je crois que c'est Naples, ça ressemble à une prison, et vraiment une cage à ciel ouvert, quoi. Justement, pour moi, il dépasse tout misérabilisme par ça, parce qu'il s'inscrit clairement dans un univers de cinéma. Moi, je trouve très vite fait que c'est un film super beau. Déjà, la lumière est absolument magnifique. Chaque plan rivalise de beauté avec le précédent. J'adore le setup, la scénographie en fait du film, parce que très vite on comprend. Oui, là-bas il y a machin. Là, il est le voisin de trucs. Comme etc. dans un bon western. Quoi. Voilà, comme dans un bon western. Et en plus, c'est très limité. Il y a très peu de décors en fait finalement. Après, pour rejoindre un petit peu Julien sur une chose. Je trouve que dans son message, en tout cas dans la morale qu'on peut tirer du film, je trouve en effet que c'est très noir. L'amitié, c'est une amitié toxique, et à partir du moment où... Est-ce que c'est vraiment une amitié déjà ? C'est aussi une question. Mais justement, c'est ça qui me pose un peu problème dans le film, c'est que cette relation entre Marcello et Simoncino, au milieu du film, il fait quand même un choix énorme, hein. Et quand il fait ce choix-là, moi j'ai du mal à le suivre. Je comprends pas pourquoi il fait ça. T'as une des clés de ça dans une séquence déjà marquante, la séquence de la boîte de nuit où justement il pénètre ce monde de la nuit et où tu sens quand même la porosité, toute une fascination de ce personnage-là vis-à-vis de ça, quoi. Je sais pas, pour moi cette scène de la boîte de nuit elle fonctionnait pas très bien, je t'avoue. Enfin, je trouve que tout ce qui est la relation entre Simoncino et Marcello fonctionne pas super bien, mis à part la scène magnifique où Simoncino fait de la moto et que l'autre lui gueule derrière. Voilà, et je trouve qu'en effet dans sa résolution de l'intrigue, je trouve en effet le film assez, j'irais pas jusqu'à dire nihiliste, mais
noir et très marqué d'une espèce de conscience catholique un peu fat, quoi. Je trouve aussi qu'il appuie très fort sur sa morale. Et pour continuer sur la relation, moi, c'est ça qui me gêne, c'est que je n'y crois pas en termes d'écriture, que ce garçon, c'est Marcello, c'est ça, reste avec cette brute épaisse. Je comprends pas les raisons, une seule seconde, qui le font tout accepter. Bon, bien sûr, il y a ce manque de charisme ou ce manque d'audace qu'il a, mais ça devient trop. Enfin, je veux dire, le gars se permet tout. J'ai l'impression qu'il doit être éliminé par le village depuis une décennie, qu'on laisse absolument tout faire. Alors bien sûr, il est fort, mais j'ai l'impression que dans le monde qui est décrit là, dans la noirceur, dans le règlement de compte, ce côté western dont vous parlez, il doit être, bon, c'est peut-être trop logique ce que je raconte, mais il doit être éliminé depuis des années en fait. Sauf que je pense qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, toutes les réactions qu'ont en tout cas ces deux personnages principaux, et même ceux qui tournent autour, sont juste des réactions de clébard, quoi, assez littéralement. Et le choix qu'il fait au milieu, je pense même pas que ce soit un truc réfléchi, c'est vraiment un truc du clébard. Enfin, on va pas tout raconter. Fidélité. Côté fidélité du clébard, ouais. C'est une lecture du film. En tout cas, t'en as parlé, mais la scène de réanimation du Chihuahua, je crois que je l'emporterai jusqu'en tout cas l'année prochaine. Parce que j'ai trouvé cette scène absolument magnifique. Ouais, elle est géniale. L'émotion est super forte. Et c'est vrai que des films de Garrone que j'ai vus, je trouve que ce sont plus réussis. Je suis d'accord aussi. Très bien. Très vite, on va enchaîner avec Mission Impossible 6. How is he? Oh, you know, same old Ethan. Ok, donc Mission Impossible 6, Fallout, avec Tom Cruise dans le rôle de Ethan Hunt. Il est écrit par Christopher McQuarrie, produit par Tom Cruise également. C'est la franchise que Tom Cruise a su se créer et qui lui permet de revenir fréquemment en tête du box-office malgré La Momie. Et Jack Reacher 2. Et Jack Reacher 2. Christopher McQuarrie, lui, c'était, on l'a connu au milieu des années 90 parce qu'il était le scénariste de The Usual Suspects, et puis ensuite il a fait un film que tout le monde a oublié qui s'appelle The Way of the Gun. Avec Benicio del Toro. Et Ryan Phillips. Donc apparemment, mes geeks de collègues ne l'ont pas oublié, eux. Il avait déjà dirigé Tom Cruise dans Jack Reacher, le 1, et aussi dans le précédent Mission Impossible, Rogue Nation, dont ce Fallout est quelque part un petit peu une suite. On y retrouve Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, donc la Ilsa Faust de l'opus précédent, qui était ce qu'il y a de mieux dans l'opus précédent. Il y a aussi Alec Baldwin et Sean Harris, qui était le bad guy du 5. Font leur apparition Henry Cavill et Angela Bassett. On est toujours content de retrouver Angela Bassett. Ethan Hunt va devoir faire échapper son ennemi juré de l'épisode précédent pour récupérer 3 charges de plutonium aux mains d'un réseau terroriste international. Super original. Au-delà de ça, cet épisode se concentre sur le devoir des agents secrets de faire primer la sauvegarde du grand public sur celle de leur équipe ou de leurs proches. C'est le conflit à l'intérieur des agents. Voilà. Qui commence sur ce film? Je crois que c'est Julien. Bon, alors, il faut aussi que je dise, comme Manu tout à l'heure, que je n'ai vu que le premier Mission Impossible et que du coup je manque de références. Mais j'ai trouvé que c'était une très bonne comédie. C'est-à-dire que moi, je suis très surpris de voir ce film. Je le dis en boutade, mais n'empêche que je le trouve tellement too much, tellement... Il y a tellement une accumulation de cascades, de chutes, de bastons, de confusion dans le propos, etc., que ça en devient très drôle. Moi, j'ai franchement beaucoup ri. C'est tellement too much qu'il y a presque une forme de génie dans la réalisation. On est dans une histoire complètement tirée par les cheveux, mais n'est-ce pas le but de Mission Impossible? Tom Cruise, dans sa vieillesse, son jeu cliché est tellement pitoyable et à la fois touchant. Il y a quelque chose qui finit par me toucher, tellement il a ce désir de s'accrocher à quelque chose. Je trouve qu'il y a du ridicule dans ce personnage. Après, bon, évidemment, il y a une virtuosité technique pour tout ce qui est des scènes de bagarre, des scènes chorégraphiées, la course à moto, etc. Mais bon, moi, j'ai passé un drôle de moment. Julien découvre le cinéma d'action. C'est vraiment ça. Non mais attends, je voulais juste rebondir sur 2 trucs. Je suis d'accord sur le fait que je pense que
Tom Cruise vieillit et qui commence à le prendre en compte dans ses films, et je trouve ça à la fois un peu drôle et touchant. Par contre, je trouve que c'est le Mission Impossible le moins drôle de tous. Je trouve que généralement, il y a une assez forte charge comique dans les Missions Impossibles, et celui-là, à partir du 4. Putain, moi j'ai vraiment beaucoup ri. Mais le 3 il compte pas, et le 2 il est super drôle. Par contre aussi, plus on avance dans les Missions Impossibles, plus ça devient cru et violent, il me semble. Maintenant, je vais des bourrinades qu'il n'y avait pas au début. Il y a un côté old school assez réjouissant, je trouve, dans celui-ci, qu'on avait déjà récupéré dans le précédent, qu'on avait un peu moins à partir du 2, en fait. Je suis moyennement d'accord quand tu parles de virtuosité technique, parce que c'est pas une virtuosité technique, c'est aussi ça s'appelle aussi du découpage. Je veux dire, c'est qu'à un moment, je pense qu'on sera, à mon avis, tous d'accord autour de la table, que par rapport au film précédent de McQuarrie, qui nous avait plutôt cueillis sur des qualités scénaristiques qui n'avaient pas forcément dans toute la saga, on va dire. Là, on est vraiment dans quelque chose d'assez simpliste, et c'est un peu quand même une déception, surtout que le film est conçu un peu comme une suite directe du précédent. Après, moi je trouve, autour de ces gros moments d'action autour duquel le film est construit, je trouve que le film, même si on peut être saoulé par toute une campagne promo qui met en avant l'aspect cascade technique de Tom Cruise, mais après, on l'avait vu dans l'Opéra dans le 5, tout n'est pas surdécoupé comme ce qui est la mode. Il y a une notion de gravité, il y a des très belles séquences qui se retrouvent à nouveau autour de Dilsa Foss, et puis moi, c'est tout con, mais en tant que spectateur, à la fin du film, cette séquence d'action qui alterne entre Simon Pegg et Ving Rhames, je trouve au final il y a une sorte d'émulation qui se crée, et une montée en tension, notamment avec ces séquences d'étranglement avec Simon Pegg, Ilsa Faust et le personnage de Solomon Kane, avec des gags qui sont pour moi des gags purement burlesques, de ce plastique, avec Simon Pegg qui essaye d'aider Ilsa Faust, qui manque de s'étrangler, etc., avec toute une montée en tension. Le climax de cette scène avec un passage au blanc, et puis la manière de montrer Tom Cruise comme ça en plan large, et puis de revenir sur quelque chose qui est effectivement attendu, mais la manière dont il dilate les choses, je trouve, il y a un savoir-faire tout bêtement artisanal que je vois plus du tout dans les blockbusters actuels. Après, c'est pas du McTiernan, c'est pas du Cameron, c'est pas ce cinéma-là d'action, mais je trouve ça quand même assez honorable au-delà des déceptions d'ordre scénaristique. Et effectivement, dans le paysage actuel du blockbuster, il n'a pas trop de concurrents. N'empêche que Tom Cruise est assez littéralement le last action hero aujourd'hui, quoi. Oui, mais là aussi, il y a le côté effectivement Tom Cruise show, mais malgré tout, depuis quelques films, et notamment depuis McQuarrie écrit en sous-main, ou clairement les films, il y a une volonté de laisser la place au second rôle, à créer une vraie équipe. Ok, très rapidement, je me suis moins amusé que ce que je m'attendais. C'est-à-dire que j'avais en effet bien aimé le cinquième, donc l'opus précédent. Ici, je trouve, en fait, fondamentalement, moi, je trouve qu'il n'y a pas de jubilation, en fait, dans les scènes d'action. Je trouvais que il y avait un côté ludique justement dans les mises en place et dans les scènes d'action du film précédent, que je trouve ici un peu absent. Je trouve le film terne, je trouve que même la photo est terne, je trouve qu'ils ont changé de chef opérateur, et on perd clairement, il y a même plein de plans qui sont flous. On perd au niveau de la musique, on perd au niveau de la photo. Ça, c'est sûr que cette volonté justement à la fois de reprendre le même réa et d'essayer de changer un petit peu de ton d'univers, mais quelque chose qui est pas forcément... Et puis tu vois, cette scène de boîte de nuit au début, et puis cette bastonnade dans les toilettes, machin, je trouve qu'il y a pas ce côté jubilatoire qu'il y avait dans le film précédent, hormis la scène maintenant incontournable de tout épisode de Mission Impossible qui se respecte, la scène où Tom Cruise tape un sprint. Là, il y a une idée qui est assez chouette, c'est celle que Simon Pegg doit le guider à distance avec un sorte d'iPad, et ça crée des situations qui sont assez drôles, quoi. Après, la scène finale, elle est tellement too much, quoi. Et puis, je trouvais... Moi, j'étais un peu en déception par rapport au personnage d'Ilsa Faust, par rapport au film précédent. Je trouvais que son conflit n'était pas très incarné. Je trouve qu'en plus, alors que Ethan Hunt est un personnage qui est très peu sexualisé, ici, on essaye un peu de faire naître une espèce de triangle amoureux, entre guillemets, sur le personnage d'Ethan Hunt. Et je trouve que ce triangle amoureux, on en a trop peu,
ou trop peu. C'est-à-dire que c'est pas assez incarné, ou alors il fallait pas essayer de le traiter du tout. Après, non mais très clairement, je me pose la question de savoir comment est-ce que Tom Cruise va se tirer d'affaire de ce Mission Impossible. À mon avis, il va genre aller jusqu'au 8, et là il va y avoir, à mon avis, il va peut-être passer le flambeau à Ilsa Faust pour corroborer les dires de Lucien, pour dire que tout est féminisme aujourd'hui. Très bien, on va en rester là sur Mission Impossible 6, puisqu'on est long. Et nous allons passer tout de suite au conseil. Bon, ce cher Lucien Alflands a dû nous quitter pour les conseils. Il a dû reprendre son train pour Liège, malheureusement. Mais nous sommes encore 3 à pouvoir vous faire des recommandations pour une rentrée tout en douceur. Manu? Je vais faire un conseil qui va être de manière très éloignée rattaché à la saga Mission Impossible, par un de ses acteurs, qui est Jon Voight, qui est Runaway Train, qui est un film derrière son esthétique un petit peu daté, très 80s, et puis l'étiquette assez inquiétante de la Canon, qui pourrait faire pencher un peu la balance du film dans l'actionnaire un peu bas du front pour gros tatoué. Derrière ce film-là, il y a un scénario d'Akira Kurosawa qui devait signer là son premier film, je crois, en couleur et aux USA, qui ne s'est pas tourné, qui quasiment 15 ans plus tard échoue dans l'escarcelle de la Canon et est signé par un cinéaste russe, Andrei Konchalovsky. Et justement, le film commence sur quelque chose qui pourrait se rapprocher de, je sais pas, de haute sécurité, de John Flynn avec Stallone, avec un aspect buddy movie, un personnage incarné par Eric Robert et un autre par Jon Voight, qui est complètement méconnaissable, qui cabotine beaucoup mais à bon escient. Et progressivement, la manière dont le film va dérailler littéralement est absolument magnifique. On a vraiment d'un coup une progression dramatique dans la manière de dresser le portrait de ces personnages d'écorchés vifs, de parias, qui serait quasiment impossible aujourd'hui de voir dans ce type de production. C'est un film qui te prend vraiment la ligne l'humanité et qui te fait t'attacher à ces personnages-là, notamment un personnage qui est quand même défini comme un violeur, qui est le personnage d'Eric Robert. Voilà, c'est un film assez fou et qui marque vraiment par sa finesse d'écriture. Merci Manu. Julien? Oui, je vais vous parler d'un film qui est sorti cette semaine en France. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sort en Belgique. C'est un film brésilien de Carlos Diegues et qui s'appelle O Grande Circo Místico. Donc, pardon pour les oreilles lusophones. Et donc, il s'appelle Le Grand Cirque Mystique. On y trouve une distribution pour la plupart brésilienne, mais aussi avec Vincent Cassel, qui a un petit rôle, et Catherine Michet. Et je ne pense pas que ce soit un grand film, mais je trouve parce qu'il convoque et parce qu'il évoque, c'est-à-dire il y a une sorte de réalisme magique qui est un peu, qui est très, très latin. Ça peut rappeler la littérature de Gabriel García Márquez, etc. C'est assez étonnant de voir ce film, la manière dont il raconte cette histoire, parce qu'en fait c'est une fresque assez baroque qui se passe sur 100 ans. Et donc forcément il brasse plusieurs générations. Donc il n'y a pas vraiment d'acteur principal, si ce n'est un personnage qui est c'est la vie et qui est le monsieur loyal qui reste éternellement jeune et qui pour moi est le double du cinéaste. Et c'est assez émouvant de voir la manière dont ce cirque passe par les belles années avant de décrépir et de tomber en désuétude totale. Il y a une photographie assez belle et très colorée. Voilà, il y a une mélancolie dans le film. Je trouve qu'il y a des belles choses à voir et que c'est assez étonnant de se confronter à ce genre d'histoire et surtout de la façon dont elle est racontée. Très bien, tu peux nous rappeler le titre? Au Grande Circo Místico. Il s'appelle Le Grand Cirque Mystique. Très bien. Bon, eh bien, c'est quand même super chouette l'été, parce que pendant l'été, il y a les vacances, et pendant les vacances, on peut lire des pavés de 1000 pages, comme je l'ai fait. Donc j'en ai profité pour enfin lire Le Kong de Michel Lebris, qui donc raconte l'amitié professionnelle entre Marianne Cooper et Ernest Schoedsack, qui commence dans les tranchées de 14-18 et qui va aboutir à la réalisation de King Kong en 1933. Le roman est très long, il y a beaucoup d'anecdotes, ça parle beaucoup du Hollywood des années 20, des années 30, mais c'est pas le meilleur passage. En fait, ce qu'il y a de mieux dans le livre, c'est vraiment quand ils vont réaliser leur premier documentaire dans des conditions absolument incroyables, au fin fond de la Corne de l'Afrique, ou après au fin
fin fond du Siam, donc au sud de la Thaïlande. Ils vont rencontrer une tribu nomade en Iran qui tous les ans fait une transhumance complètement dingue où ils doivent traverser un fleuve, où ils perdent 500 bêtes et 30 hommes. Enfin bon, il y a des images complètement folles. Et ça, c'est les récits de tournage de leurs 2 premiers longs métrages qui sont autant des documentaires que des fictions, mais en tout cas qui vont vraiment chercher des images réelles dans des conditions complètement dingues, qui sont écrites avec beaucoup de verve et je trouve d'humour en fait par Michel Lebris, et qui est très fort aussi pour pour te croquer en quelques phrases, quelques mots bien choisis, des descriptions enfin voilà, qui t'emmènent vraiment dans une somme d'aventures. C'est une foule d'aventures complètement folle. Voilà, c'est un livre passionnant, c'est un livre c'est un vrai livre d'aventure. Voilà, c'est vraiment un régal, et si vous avez le temps, plongez-vous là-dedans. Voilà. Très bien, et bien ce sera la fin de Transmission numéro 21, et on se retrouve bientôt au mois de septembre, où j'espère qu'on parlera de Burning, voire même que de Burning, parce que vu le calendrier des sorties, je ne sais pas trop ce que je vais mettre d'autre au programme, mais c'est pas grave. À bientôt, merci de votre écoute.